donc on va terminer avec quelques cas cliniques. On s'est dit que ce serait intéressant de vous présenter l'expérience bordelaise des patients transplantés de cellules souches hématopoïétiques dans le contexte de la sclérodermie systémique. Vous allez voir qu'on n'a l'expérience que de 3 patients que l'on va vous rapporter maintenant. Le premier patient est un homme de 60 ans qui n'a aucun antécédent médical. Il est en excellent état général. C'est un enseignant très sportif et qui développe en février 2022, après ses vacances au ski, où il va tous les ans, une gêne articulaire très invalidante, et très rapidement, il constate en fait une sclérose cutanée assez marquée qui l'incite à consulter. En fait, quand on l'interroge, il signale qu'avant le début de l'hiver, il avait constaté un phénomène de Raynaud qu'il n'avait absolument pas habituellement, et un RGO pour lequel son médecin l'avait placé sous traitement symptomatique. À la prise en charge à ce moment-là, le rhumatologue qui le voit constate déjà un score de Rodnan à 19. Le bilan auto-humain est sans ambiguïté, et puis la capillaroscopie authentifie le tableau attendu qui est celui d'une sclérodermie systémique. Le patient bénéficie d'une échographie cardiaque qui est tout à fait normale à ce moment-là. Il a un tableau de NSIP en fait débutante sur le scanner thoracique, mais des EFR et une DLCO sans particularité. En fait, le patient consulte pour la première fois en février et bénéficie donc de ce bilan systémique, et le dossier est discuté. À ce moment-là, le patient est mis sous CELSEPT et IPP au long cours à compter de juillet 2022. Il est réévalué à 6 mois, et c'est à ce moment-là qu'on rencontre ce patient et il a une progression clinique évidente avec un score de Rodnan qui est galopant, qui est à 39 lorsqu'on le rencontre pour la première fois. On refait un bilan systémique et sur le plan respiratoire, on constate une altération de la DLCO sans retentissement sur les volumes pulmonaires. L'imagerie confirme la présence de cette NSIP qui a tendance à progresser, et ce qui va motiver la discussion de la greffe de cellules souches. Voilà, donc on continue avec un deuxième patient. Vous allez voir que quand même ces observations, en tout cas les 2 premières, elles diffèrent énormément, Esti, de ce que tu as montré ce matin dans le case report avec le bispécifique, où on avait quand même l'impression d'une patiente qui était assez peu atteinte finalement, et on a été un peu étonné avec un premier traitement avec de l'azatioprine, ce qui n'est pas du tout dans les recommandations. Et voilà, cette observation, moi, elle m'a vraiment posé beaucoup de questions par rapport à ce qu'on fait là. Et c'est pas du tout l'ambiance de nos 2 premiers patients. Là, c'est un homme de 40 ans qui nous a été adressé par un centre périphérique qui est originaire du Burkina Faso, qui est cuisinier, et donc il a vu sa vie basculer assez rapidement, même très très rapidement, avec une sclérose cutanée qui est arrivée en janvier 2023. Quand il est vu en consultation, il a déjà un score de Rodnan qui est à 22, avec des ulcérations digitales importantes. Il a une hyperpigmentation, enfin des zones d'hyper et d'hypopigmentation sur le thorax, d'hypopigmentation dans toutes les zones de friction, et un reflux gastro-œsophagien. Il avait quelques mois auparavant, mais il dit vraiment que tout est arrivé extrêmement rapidement. Il avait un phénomène de Raynaud, et tout avait débuté d'après lui par des ulcères digitaux dont il ne s'était pas trop inquiété étant donné son métier avec les mains toujours en contact avec l'eau. Mais quand il a vu apparaître la sclérose, il s'est un petit peu plus affolé. Il a eu un bilan auto-immun, les anticorps antinucléaires qui sont positifs à 1/640, des anticorps anti-SL70 positifs, et une capillaroscopie malgré la difficulté de réalisation qui montrait un paysage sclérodermique. Alors lui, dans son cas, le bilan viscéral retrouvait donc une échoradiographie qui était normale, le scanner thoracique initialement était normal, et les EFR, il y avait simplement une diminution de la DLCO à 53%. Donc initialement, plutôt une sclérodermie sur le plan vasculaire et cutané. Devant cette forme qui est donc rapidement progressive, avec des anticorps anti-SL70, au départ
sont proposés des traitements plutôt à visée vasculaire, étant donné son atteinte rénaux et ulcères, et puis un IPP et rapidement du rituximab sur cette forme rapidement progressive, un peu explosive chez ce patient jeune, comme on faisait initialement. Et puis, devant l'insuffisance du traitement, assez rapidement est décidé d'ajouter du mycophénolate mofétyl. Et donc aujourd'hui, en traitement, on va dire chimique et biothérapie, dans les recommandations, c'est un petit peu le grade ultime, c'est-à-dire l'association mycophénolate-rituximab. C'est ce qu'on peut proposer actuellement de plus fort, entre guillemets, dans la sclérodermie systémique. Malheureusement, le traitement est sans effet. En tout cas, ni on arrive à améliorer, ni on arrive même à contrôler la sclérodermie, puisqu'elle continue à progresser chez lui avec un rhodement qui s'aggrave. Et puis, en revanche, sur le plan respiratoire, il reste relativement stable encore pour l'instant. On sait que c'est des patients qui ont un pronostic pulmonaire qui va être aggravatif. Ça a été démontré dans multiples études maintenant, et notamment quelques études sur de gros volumes de patients dans la cohorte USTAR, que quand on a une atteinte cutanée, quand on a des anticorps anti-SL70, a fortiori quand on est un homme, eh bien, l'étendue de l'atteinte cutanée, la progression de l'atteinte cutanée est prédictive de l'apparition d'une atteinte pulmonaire. Donc, on le surveille de près, mais pour l'instant, il ne l'a pas. En revanche, il voit apparaître un syndrome inflammatoire biologique, ce qui est un marqueur extrêmement péjoratif dans la sclérodermie, et une atteinte cardiaque avec à l'IRM cardiaque un aspect œdémateux et inflammatoire du myocarde. J'en profite pour dire qu'il faut faire le plus souvent possible, dès qu'on a le moindre signe d'appel ou alors une troponine positive à nos patients, des IRM cardiaques, parce qu'on découvre énormément de choses chez ces patients. Donc devant cette progression importante, plus les facteurs pronostiques péjoratifs, eh bien, alors qu'on était au maximum du traitement dont on pouvait disposer à ce moment-là, se discute une greffe de cellules souches hématopoïétiques également. Le cas de la troisième patiente est un petit peu différent. Il a fait l'objet donc de plusieurs présentations à la RCP Matec, où tous les dossiers de ces patients qui sont greffés sont discutés actuellement en France, normalement. C'est une femme de 59 ans qui a comme antécédents médicaux simplement un syndrome dépressif, un peu de psoriasis, et puis une atteinte articulaire qui avait été étiquetée polyarthrite sans plus. Elle était fumeuse et sans emploi au moment où on l'a vue en consultation. Elle avait été traitée pour un rhumatisme inflammatoire classé par du léfunomide. Et puis, on a l'impression qu'il y a une deuxième chose qui vraiment se déclenche, comme ça arrive parfois chez ces patients, vraiment en mai 2021, il y a l'apparition d'un phénomène de Raynaud, un érythème périinguéal, une arthrite des mains, donc cette fois-ci plus active que la précédente, pas réellement de sclérose cutanée initialement, mais au bilan immunologique, on retrouve des anticorps anti-SL70, la capillaroscopie est typique. Alors elle, pour le coup, on retrouve une NSIP au scanner thoracique avec une petite altération des EFR avec une DLCO à 47%. Initialement, l'échographie cardiaque est normale. Donc elle, les critères finalement, elle a une forme diffuse également. Alors c'est une femme, donc un peu moins mauvais pronostic, mais n'empêche qu'elle a d'emblée, en revanche, une atteinte pulmonaire. Qui a déjà une atteinte pulmonaire aura une atteinte pulmonaire aggravative. Elle est initialement traitée parce qu'elle était très articulaire, je vous le rappelle, par méthotrexate. Mais finalement, elle continue à se dégrader avec cette fois-ci l'apparition franche d'une sclérose avec une évolution du MRSS. Alors là, on pourrait dire, bah oui, mais c'est beaucoup moins dramatique que les deux premiers patients, sauf que en réalité, c'est une énorme progression puisqu'elle passe de 3 à 12. On voit qu'il y a déjà une NSIP. Faut-il vraiment attendre que les patients soient totalement fibrosés pour les traiter? Donc, c'est la question qui a été posée à la RCP Matec, pardon. Et puis, quand on la contrôle sur le plan cardiaque, en fait, en parallèle de la sclérose cutanée, il y a également une fibrose myocardique qui apparaît à l'IRM. Donc là, on voit que vraiment la maladie est active, qu'elle continue à progresser. Et donc, on a discuté de ces 3 patients à la RCP Matec.
Exactement, et donc sur leur progression rapide, l'atteinte cardiaque ou pulmonaire et le pronostic défavorable de ces patients, on valide en RCP-MATEC la transplantation de cellules souches hématopoïétiques après la réalisation d'une cryopréservation du sperme chez le patient de 40 ans. Donc la procédure en fait va consister en une mobilisation des cellules souches hématopoïétiques, un conditionnement avec une chimiothérapie, puis la transplantation. Cette procédure-là a lieu en hématologie et relève d'une hospitalisation prolongée du patient. En termes de tolérance, finalement, ça s'est plutôt assez bien passé pour chacun des 3 patients. L'un d'entre eux a présenté une fièvre isolée pendant la mobilisation qui a nécessité une antibiothérapie à large spectre, comme ils ont l'habitude de le faire, avec une évolution favorable très rapidement. Il y en a un qui a infecté son côté central avec la greffe, avant la greffe. Et puis, il y a quand même la patiente femme qui a fait un épisode maniaque post-greffe, qui a nécessité un traitement psychotrope et une prise en charge spécialisée. Oui, c'était assez impressionnant. Elle avait rebaptisé son pied à perfusion Étienne et elle lui parlait toute la journée. C'était assez impressionnant. On va vous présenter donc les données d'efficacité de ces patients pour lesquels on a un recul compris entre 12 et 30 mois. Elle va mieux maintenant, hein, sur cet aspect-là. Pardon. Étienne a disparu. Étienne a disparu, n'est plus qu'un souvenir. Alors, je vous montre les données du Rodnan. Marie-Élise vous montrera les données respiratoires. Donc, vous voyez, en fait, ce qui nous avait beaucoup inquiété, c'était la progression rapide du Rodnan chez au moins 2 de ces patients, en fait. Et donc, on a un score qui a tendance à soit se stabiliser, soit diminuer dans le temps, donc avec une réponse cutanée qui est assez favorable, avec le premier patient en fait qui avait eu un Rodnan qui était monté jusqu'à 31, qui avait eu cette évolution galopante après son séjour au ski, que j'ai revu il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai que c'est franchement spectaculaire. Il est actuellement en Rodnan à 6, donc clairement lui s'est complètement désinfiltré. La patiente de Marie-Élise qui avait donc rencontré Étienne, elle avait une sclérose qui était très modeste, qui avait évolué rapidement, mais qui n'était pas très importante. Et pareil, elle s'est complètement blanchie, hein, c'est ça, Marie-Élise. Donc, une efficacité sur le plan cutané qui semble assez intéressante sur 2 des 3 patients. Juste, du coup, je commande sur le 3e, qui pour le coup avait une atteinte pourtant très importante. Donc, c'est le patient le plus jeune. Pour lequel pourtant il n'y a pas eu de particularité au moment de la greffe, à part cette infection de cathé avant, mais ça n'a pas empêché de faire le conditionnement normal et la greffe finalement. Et il était extrêmement infiltré, très œdémateux, très inflammatoire. Donc on avait vraiment bon espoir que la greffe soit extrêmement efficace. Et pour le coup, alors, si on le voit avec le regard optimiste, on peut se dire il a arrêté de progresser. Si on regarde avec un œil un peu objectif par rapport aux données qui ont été publiées sur la greffe de cellules souches hématopoïétiques, il y a quand même un lourd prix à payer de cette greffe de cellules souches hématopoïétiques. Donc, pour la faire passer dans les recommandations, il a fallu quand même vendre une grosse amélioration des patients. Et en fait, ce patient-là, par exemple, ne remplirait pas les critères qui ont été montrés dans les publications sur la greffe de cellules souches hématopoïétiques. Donc ici, on vous montre la capacité vitale forcée de ces patients qui étaient plutôt en cours de diminution. Disons que pour le coup, sur le plan pulmonaire, c'est des patients qui ont été traités relativement tôt, je dirais. Et donc, le fait d'avoir au moins une stabilisation, c'est quand même déjà pas mal. Donc, effectivement, on voit que les patients ne se dégradent plus après la greffe. Encore une fois, c'est toujours difficile quand on n'a pas de bras contrôle. Hein, on ne sait pas si ce serait dégradé par ailleurs. D'autant plus que la pente pré-greffe sur le plan pulmonaire, elle n'est pas aussi évidente que sur le MRSS. On a au minimum une stabilisation sur le plan pulmonaire. Pareil, un petit peu pour la DLCO, avec une pente peut-être un peu plus importante en pré-greffe sur la DLCO, avec toujours le bémol que la DLCO, c'est une mesure qui est extrêmement difficile à réaliser, peu reproductible, et qu'on a parfois des variations entre 2 mesures qui ne sont pas du tout liées finalement au traitement enfin, qui sont plutôt liées à la capacité du patient de réaliser la DLCO et pas vraiment au traitement. En tout cas, on a l'impression d'une stabilité après la greffe également. Pas d'amélioration malgré tout. Alors juste si je finis avec l'atteinte pulmonaire,
Non, ça c'est ton patient. Oui, c'est mon patient, mais c'est pour confirmer ce que tu disais. En fait, on a en effet cette NSIP qui est là, mais qui s'est complètement fixée alors qu'elle était apparue rapidement. Donc, vraiment l'impression que sur le plan pulmonaire, on a quand même vraiment stabilisé le patient, il progresse plus du tout. Ça, c'est la patiente. Alors là, pour le coup, quand même, on avait eu quelque chose d'un peu plus spectaculaire. La NSIP, elle était vraiment très, très récente. Elle était apparue pendant le suivi, si vous vous rappelez, du cas clinique. Au tout début, elle n'en avait vraiment pas du tout et c'est apparu pendant le suivi. On était seulement au stade de verre dépoli. Et je me rappelle très bien que, pour le coup, Gaëlle Dourne, qui avait regardé les images de la patiente, m'avait appelé en me disant « mais c'est incroyable, c'est la première fois que je vois une NSIP qui disparaît ». Et donc, effectivement, pour le coup, elle a eu une vraie amélioration sur le plan scanographique. Oui, clairement. C'est celle qui avait aussi en Rodnan qui s'est complètement négative quand même. Hein. Donc, sur le plan cardiaque. C'est la patiente qui a été traitée le plus tôt dans ouais, son évolution précoce, et qui a clairement la meilleure réponse. Sur le plan cardiaque, donc, comme on vous l'a dit, il y avait 2 patients qui avaient développé un aspect inflammatoire et œdémateux du myocarde. Et en fait, dans les 2 cas, cette inflammation, elle a complètement disparu en fait chez les patients dans l'année qui a suivi l'autogreffe. Donc ça aussi, c'est une donnée quand même très importante compte tenu de la gravité de ce type d'atteinte. En termes de suivi à distance, il y a quand même eu quelques complications parce que le patient dont je vous ai parlé, qui va actuellement très très bien, qui a un score de Rodnan qui s'est effondré à 6 versus 30 initialement. Ça, c'était la première année de la greffe. Alors, c'est un patient qui est très enthousiaste et qui, après cette greffe, se sentait totalement transformé. Donc, il n'a pas hésité à faire des escapades à vélo en plein hiver. Et il est revenu après son escapade avec quand même les doigts complètement nécrosés, avec un phénomène de rénaux extrêmement sévère, fixé. Donc, il a quand même, et il garde sur le plan cutané, une sclérodactylie extrêmement marquée avec un phénomène de rénaux invalidant, un risque de troubles trophiques qui est conséquent. Là, à l'heure actuelle, grâce aux mesures en place et une prise de conscience du patient, il a passé un hiver sans encombre, mais quand même, c'était pas très brillant quand on l'a vu arriver comme ça après sa greffe. Il y a eu, ça c'est la patiente de Marie, qui est, c'est celle qui est l'amie d'Étienne. L'amie d'Étienne, voilà, en fait, on a découvert par la suite qu'elle avait une mutation JAK2 et on a découvert ça sur une thrombose bilatérale des veines surrénaliennes qui a donc révélé ce syndrome myéloprolifératif. Donc ça a été quand même un gros coup dur dans les suites de cette greffe. Donc là, actuellement, elle est traitée, elle va beaucoup mieux, mais on l'a quand même attribuée dans le cadre des complications post-greffe et c'était quand même pas anodin. Non, ce patient n'a pas sélectionné un clone là quand même qui était latent et au vu de la greffe, bon, voilà donc, mais elle va plutôt assez bien maintenant. Je vois qu'elle est. Maintenant, elle va mieux. C'est une patiente qui a 2 ans de la greffe, qui est encore traitée par immunoglobulines polyvalente, avec. On la monitore avec Edouard. On va pouvoir lui faire une première pause cet été d'immunoglobulines polyvalentes. C'est quand même des patients qu'il faut énormément surveiller pendant les années qui suivent la greffe, qui sont très très à risque de faire des infections encore sévères dans les suites de la greffe. Ah oui, clairement. Ouais. Donc voilà, donc on vous a présenté les 3 patients bordelais pour lesquels on avait mis le curseur vers la transplantation de cellules souches. Ils avaient tous, comme vous le voyez, c'était des patients précoces avec une atteinte rapidement progressive. On a quand même bien stabilisé le tableau. C'est l'impression que l'on a avec sur le plan cardiaque une disparition de l'infiltration myocardique, une très nette amélioration de l'atteinte cutanée pour 2 patients, une stabilisation de l'atteinte respiratoire et finalement, alors ces patients qui sont ultra monitorés, ultra surveillés et très bien pris en charge, mais un profil de tolérance quand même qui est assez satisfaisant. Et je crois qu'on a fini. Oui, bah si, oui. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques. Après, la difficulté, c'est d'identifier les patients. Et si vous avez bien retenu, il faut discuter de ces patients le plus tôt possible. Maintenant, on a d'autres options. Vous avez vu l'histoire des CAR-T-cells ce matin, les bispécifiques. Il y a pas mal de protocoles de recherche. On a quand même beaucoup de choses. La greffe, est-ce que ça serait toujours notre premier choix aujourd'hui? Je ne sais pas, parce que des résultats sont modérément enthousiasmants en tout cas.
c'est pas évident de sélectionner les bons patients. Les patients qui ont une atteinte cardiaque importante au départ peuvent pas être greffés parce que en raison de la toxicité du conditionnement. Donc voilà, en tout cas, le message, c'est qu'il faut discuter de ces patients le plus tôt possible. Parce que quand on en discute, une fois que la fibrose est installée sur tous les organes, ben, au mieux, on peut stabiliser, mais on ne pourra pas revenir en arrière. Donc, il faut vraiment présenter ces dossiers le plus tôt possible pour qu'on puisse faire quelque chose. Donc, il y a une RCP sclérodermie qui a lieu une fois par mois le lundi à 13 h en visio. Et donc, c'est vraiment bien de présenter, d'autant plus que dans la sclérodermie, on n'a pas de stratégie thérapeutique quand même très, très efficace. Et donc, on est content de proposer des stratégies un peu innovantes. Il y a certes la greffe, je pense qu'elle est un petit peu plus à la marge parce qu'on a quand même beaucoup d'essais cliniques en fait via Marie-Élise à disposition. Et donc, il faut saisir l'occasion de proposer ces stratégies probablement intéressantes aux patients.